Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme ? Nous, les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mao, comment ça va ? Ça va très bien, et toi Pauline ? Ça va bien, merci. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez On se lève et on se casse, les violences sexuelles et plus particulièrement leur coût pour la société et surtout pour les victimes. Et oui, parce que parler du coût des violences sexuelles, c'est d'abord comprendre concrètement comment elles impactent la vie des personnes qui les subissent et se rendre aussi compte que ces violences ont un coût pour la société dans son ensemble. Et sans plus attendre, on vous présente notre invitée aujourd'hui, Virginie Cresson. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez publié le 24 avril dernier une enquête très importante intitulée « Le prix des larmes, le coût caché des violences sexuelles » aux éditions Grasset, préfacée par Édouard Durand, l'ancien président de la Civise, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Bienvenue. Merci. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Alors d'abord, il faut bien admettre que depuis l'avènement de MeToo en 2017, c'est la première fois que l'on voit une enquête sur le coût des violences sexuelles. Comment vous est venue l'idée de traiter de ce sujet sous l'angle du coût financier, social, professionnel des violences sexuelles pour les victimes ? Alors avant d'être une idée, c'était un constat personnel, purement personnel, puisque j'étais confrontée à cette question toute ma vie en fait, puisque j'étais agressée dans l'adolescence, notamment quand j'étais étudiante, donc comme il y a sûrement beaucoup d'étudiantes qui nous écoutent. Et cette question, j'ai mis beaucoup de temps à la penser. Je l'ai d'abord énormément subie. Et puis en vieillissant, j'ai fini par me dire c'est pas possible. Il n'y a pas que moi qui peux être confrontée à ce problème. Je suis peut-être pas plus nulle que les autres. Et j'étais en tournage pour Arte. J'ai rencontré Édouard Durand à l'occasion de la création de la Civise. Et il a parlé du savoir expérientiel des victimes. Et ça a fait tic dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, il faut que je creuse. J'ai commencé à faire des entretiens avec des victimes. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Il y a vraiment un très, très gros sujet. Peut-être tellement gros qu'en fait, on ne le voyait pas. Vous dites au début de votre livre que, pour expliquer votre démarche, que parler du coût, c'est parler donc de l'argent, parce que l'argent, c'est un langage universel. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'expliquer le poids et la gravité des violences sexuelles de façon à ce que tout le monde puisse se projeter ? C'était aussi sûrement l'idée principale. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que ma vie avançait avec ce poids du traumatisme, la difficulté de l'expliquer, notamment à l'entourage, la difficulté d'être comprise. Pourtant, vulgariser les choses, c'est quand même mon boulot. Et je me suis dit, si moi j'ai du mal, on est mal barré. Pardon, on est mal barré. Oui, donc je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on va faire ? Et en fait, l'argent, ça parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'en testant un petit peu avec des amis, si je racontais, par exemple, que je faisais des cauchemars, les difficultés que j'avais dans mon quotidien, et on m'entendait pas. Par contre, quand je disais, moi, je peux pas m'acheter d'appart parce qu'en fait, j'ai pas du tout économisé. Je me suis même endettée pour payer des soins. Là, tout de suite, on me disait, ah ouais, moi, je vais acheter un appart. Alors, moi, ça me faisait drôle parce que en fait c'est un moindre mal comparé à des symptômes invalidants au quotidien, mais si c'est la manière d'être entendu par la société, écoutez, utilisons cette manière-là, puisque visiblement témoigner depuis des années ça suffit pas. Oui, il y a quelque chose en plus, je trouve que quand on parle de violences sexuelles et sexistes, il y a souvent la question de l'absence de preuves. On parle de zone grise, de flou. Enfin, c'est un sujet globalement qui paraît difficile à saisir, et le fait de l'aborder par l'argent, ça le rend aussi assez tangible, en fait, concret. Quand on parle des preuves, la meilleure des preuves, c'est
le psychisme et le corps des victimes aujourd'hui. Et j'ai toujours trouvé ça étrange, toute cette recherche de preuves à la Sherlock Holmes, qui était là, qui a vu quoi, est-ce qu'il y avait la moindre caméra, alors qu'en fait il suffit de regarder le quotidien d'une victime et là vous avez toutes les preuves. Quotidien d'une victime, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, peut-être faut le rappeler, c'est de l'hypervigilance, c'est rentrer chez soi et faire le tour et vider les placards. Moi je l'ai fait pendant des années, se réveiller au milieu de la nuit en hurlant, vérifier que sa porte elle est bien fermée, avoir peur de rentrer de soirée, faire des cauchemars, avoir des troubles alimentaires, enfin la liste elle est longue, je pourrais pendant 1 heure continuer comme ça. Les symptômes ils sont propres à chaque victime et ça c'est une preuve qui est ancrée dans le corps et ces preuves-là elles coûtent cher puisqu'il faut bien se soigner et donc du coup ça les matérialise puisque quand on dit aux gens bah regardez en fait je dépense tant d'argent pour essayer d'aller mieux, si je mentais clairement mes 20 000 €, je les aurais mis ailleurs que là-dedans. Alors justement, parlons d'argent, parlons de ce coût, on pourra entrer dans le détail au fur et à mesure de l'émission, mais je pense que c'est pas mal de donner, comme vous l'avez fait un peu déjà, des ordres de grandeur. Pour bien mettre le doigt dessus, vous donnez une estimation entre 40 et 70 milliards de dépenses publiques annuelles pour les violences sexuelles, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le détail de ce chiffre ? Alors ça, c'est le chiffre pour la société de déficit public en France, qui est un chiffre vraiment vu à la baisse. C'est-à-dire que si vraiment on fait des études très sérieuses, on est sûrement, selon les économistes, sur des chiffres beaucoup plus hauts. Il y a plusieurs postes de coût. Le premier poste de coût pour l'État, c'est la sécurité sociale. Alors même, et c'est tout le paradoxe, que les soins pour le psychotraumatisme, donc des victimes, ne sont pas remboursés. Mais justement, comme les soins ne sont pas remboursés, les soins de l'esprit, le corps, il va parler. Donc, le corps va développer un certain nombre de pathologies lourdes, des pathologies chroniques. Donc, on va avoir une surconsommation de médecine spécialisée, de médecine générale, avec des pathologies qui sont chroniques, donc des pathologies à vie et des traitements à vie. Donc, on va prendre un cas assez commun, basique. On prend une femme, par exemple, victime à 18 ans. Elle va développer une endométriose. Donc toute sa vie, elle va être suivie pour ça. Elle va avoir des douleurs chroniques qu'on appelle des fibromyalgies. Toute sa vie, elle va être suivie pour ça. Ces douleurs vont être invalidantes, vont l'empêcher de travailler. Elle va être régulièrement en arrêt de travail. Qu'est-ce qui va payer tout ça ? C'est l'État, c'est la sécurité sociale. Pendant ce temps-là, est-ce que cette femme va mieux ? Non. Juste, on compense sa souffrance. Bon bah, elle peut pas aller bosser parce qu'elle a mal. On va lui filer des antidouleurs pour essayer de l'aider. Est-ce que ça la soigne ? Non. Donc non seulement ça la soigne pas, mais ça coûte très cher à la société. Et puis, il y a toutes les dépenses de justice qui sont finalement pas si chères que ça quand on sait le faible taux de condamnation. Et puis, le plus gros poste de coût, ce sont les pertes de chance socio-professionnelles. C'est ce qui est le moins palpable possible, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à rendre compte dans le livre, et ce qui m'a le plus bouleversée. C'est comment cet événement détermine toute la vie personnelle, intime et socio-professionnelle d'une personne. Et donc, ça peut être arrêter ses études, changer ne pas arriver à supporter l'autorité dans un travail, donc se retrouver toujours dans des situations conflictuelles, et in fine, être au RSA ou être tout le temps au chômage, ou avoir des douleurs qui rendent impossible de subir un 35 heures parce qu'il y a de la fatigue chronique. Enfin voilà, il y a beaucoup de cas comme ça, et ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Et puis, après, il y a des choses qui sont plus violentes à comptabiliser, mais que j'ai compté parce qu'il faut le faire, ce sont notamment le suicide. Une personne qui se suicide, ça coûte très cher à la société, puisque la société a investi, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais dans cette personne. Et bon, voilà, si Bruno Le Maire entend cet argument, puisqu'aujourd'hui on parle d'économie, puisque visiblement l'autre argument, qui est la question morale et la question de la dignité, n'est pas entendu. Donc peut-être qu'en disant que quelqu'un qui se suicide ça coûte cher, on sera entendu. Moi j'en arrive à ce constat aujourd'hui. Un terrible constat. Et il y a une pensée commune, justement, aussi, c'est qu'une fois que les violences sexuelles sont advenues, une fois que les victimes ont subi ça, c'est fini, c'est du passé, et donc pas besoin de s'en préoccuper. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de politique publique pour la prise en charge des victimes, pour vous ? Il n'y a pas de politique publique, d'abord parce que les victimes, c'est une femme politique qui m'a dit ça très justement, Laurence Rossignol, elle m'a dit... que vous avez interviewé. Que j'ai interviewé. Elle m'a dit les victimes ne sont pas un lobby, ne sont pas à l'Assemblée. Effectivement, quand on est une victime, on va pas bien. Quand on va pas bien,
il est difficile d'aller faire du lobbying politique à l'Assemblée, de se constituer. Alors ça commence, et tant mieux, il y a des gens... mais à quel prix ces gens font ça ? Je suis absolument admirative des gens qui sont dans ce combat, mais évidemment, quand on va pas très bien, c'est extrêmement difficile de se défendre. Donc c'est la première... Je pense que tout simplement, il y a une invisibilisation au sein même des pouvoirs publics. Et en fait, on le voit dans les commissions d'enquête. Bon, là, je vais faire un peu de politique publique, mais c'est important. C'est important. Et on le voit dans les commissions d'enquête qui existent sur les violences sexuelles. Tout part de buzz médiatique. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui, on a une commission d'enquête sur la soumission chimique parce qu'on a une députée, Sandrine Josso, qui a subi elle-même une soumission chimique de la part d'un député. C'est très bien. Il y a une commission d'enquête des violences sexuelles dans le cinéma parce que Judith Godrèche a pris la parole. Mais tout part en fait d'événements comme ça médiatiques, alors même que j'espère qu'il y aura une commission d'enquête sur les conséquences et les coûts des violences sexuelles pour tout le monde. Pas simplement dans le cinéma ou dans le sport, puisque les violences sexuelles concernent toutes les sphères, en premier lieu la sphère familiale. Et la sphère familiale, évidemment, il n'y a pas une star de la famille qui va dire « Oh, regardez, du coup, on va ouvrir une commission d'enquête. » Voilà. Et en fait, c'est vraiment... Quand on regarde où se jouent les violences sexuelles, ce sont d'abord dans la famille. Et là, on remet en cause tous les fondements de la société. Après, justement, vous parlez, effectivement, il n'y a pas de star de la famille. En revanche, le livre de Camille Kouchner, La famille agrandée, où elle dénonce l'inceste subi par son frère, ça a provoqué, ça a quand même créé une onde de choc dans la société, et il y a eu des choses qui se sont passées politiquement après ce livre. Oui, mais encore une fois, parce que ça concernait une personnalité publique, connue, reconnue, avec du pouvoir. Et oui, ça a créé la création de la Ciivise, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? La Ciivise, ce sont 82 préconisations. Est-ce que ces préconisations ont été appliquées en projet de loi ? Non. On aura l'occasion d'y revenir à la Ciivise. Virginie Crécy, vous restez avec nous. On va pendant quelques minutes se replonger dans l'Antiquité. Je me tourne vers Chloé. Tu nous racontes depuis le début de la saison, tu te replonges dans l'Antiquité, ces figures bien connues. Et ce soir, tu voulais nous parler de Méduse. Ouais, et pour revenir du coup sur le thème de la journée, qui était vraiment quel est le prix des larmes ? Donc, comme vous le dites, Virginie Crécy ou Crécy, je ne sais pas comment Crécy. Crécy dans votre ouvrage. Donc, non seulement avoir été violée ne rapporte rien, mais coûte très cher, car les victimes de violences sexuelles le sont 2 fois, lors de l'agression, mais aussi après. Et comme vous le soulignez, on ne peut pas aller mieux dans une société qui ne vous entend pas. Et au passage, la société non plus ne peut pas aller mieux. 2 fois victime, c'est dans la mythologie le cas de Méduse. Méduse, c'est l'un des personnages les plus représentés dans l'art et l'un des plus anciens mythes toujours vivaces aujourd'hui. Il nous fascine depuis plus de 2800 ans. Laissons Ovide nous raconter ce mythe. Méduse, c'est l'une des 3 sœurs Gorgones, la seule des 3 qui est mortelle. C'est une très belle jeune fille, mais elle a la malchance d'être violée par Poséidon dans un temple dédié à la déesse Athéna, qui la punit en la transformant en monstre hideuse, qui à son tour transforme en pierre tous ceux qui croisent son regard. Mais c'est surtout par le mythe de Persée que Méduse est connue. Persée, c'est un héros qui part en quête justement pour amener la tête de Méduse. Aidé par Athéna, il utilise un bouclier en bronze qui réfléchit Méduse pour ne pas rencontrer directement son regard. Ça lui permet de la décapiter et de se servir de sa tête tranchée pour pétrifier ses ennemis. Et c'est avec ce récit qui est centré sur un héros masculin que Méduse est devenue synonyme de monstruosité. Car dans le mythe de Persée, Méduse n'est pas une victime, 2 fois victime, violée puis punie, mais un monstre à éliminer. En fait, cette ambivalence entre le monstre et la figure féminine est présente dès l'Antiquité. La bonne fortune de ce mythe s'explique en grande partie par la fascination masculine envers une sexualité féminine forcément dangereuse, même lorsqu'elle est subie. Il n'y a qu'à taper les mots-clés Méduse et mythologie sur Internet. Les images qui apparaissent ne montrent pas un monstre repoussant, mais plutôt un archétype de la femme fatale, sexy, fascinante, dangereuse. Mais dans les années 70, les féministes se réapproprient le mythe. Hélène Cixous, en particulier, inverse la tendance avec un essai célèbre, Le rire de Méduse. Elle transforme le personnage en une icône féministe. Elle fait de Méduse une représentante de la difficulté des femmes à accéder à une parole publique, à se faire entendre. L'écriture est pour vous. Vous êtes pour vous. Votre corps est à vous. Prenez-le, écrit-elle.
Et c'est aussi votre projet avec cet ouvrage, faire en sorte que la vérité éclate, faire en sorte que les victimes se reconnaissent entre elles d'une part, mais aussi qu'elles soient reconnues publiquement d'autre part, qu'on les regarde enfin, collectivement, en face. Parce que comme le dit Hélène Cixous, il suffit qu'on regarde la méduse en face pour la voir, et elle n'est pas mortelle, elle est belle et elle rit. Alors pourquoi faudrait-il que les puissants se protègent du regard des victimes, de leur colère, de leur demande de justice, car enfin, qui sont les monstres ? Excellente question pour clore cette chronique. Merci beaucoup Chloé. On peut retrouver toutes tes chroniques sur le site de l'émission et dans la newsletter Dynamite, dont vous pourrez retrouver les infos sur la page de l'épisode. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Comme on le disait, les violences sexuelles, donc ça a un coût pour les victimes. Et en fait, un des premiers postes de dépenses pour ces victimes, c'est la santé mentale et les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles quand la personne a la possibilité de se faire prendre en charge, évidemment. Ce que vous dites, Virginie Crécy, c'est que le viol, l'agression sexuelle, l'inceste, ce sont des rencontres avec le réel de la mort. C'est quelque chose d'inimaginable pour qui ne l'a pas vécu. Et ça a donc des conséquences sur le corps et le psychisme des victimes, des conséquences sur leur vie. Il y a un terme qui s'est banalisé auprès du grand public, notamment après la guerre du Vietnam, c'est le syndrome post-traumatique, PTSD. PTSD, je le dis à la française, mais c'est PTSD en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour une victime de violences sexuelles ? Alors, pour rebondir sur cette excellente chronique, on a l'impression, en tout cas, je l'ai beaucoup vécu comme ça, d'être une méduse, d'être un monstre. En fait, c'est nous le monstre. Alors qu'en fait, c'est un monstre qui nous a agressés. Il y a un renversement de la culpabilité, qui est un mouvement psychique, énergétique, je ne sais pas quel autre terme utiliser, extrêmement fort, puisque l'agresseur ne porte pas sa culpabilité, il passe à l'acte, et cette culpabilité, il faut bien que quelqu'un la porte. Et les victimes la portent de mille et une façons, ce qui va développer le syndrome de stress post-traumatique, parce qu'elles ont été confrontées à ce moment de passage à l'acte. Par moment, on compare les agressions avec le deuil, avec des accidents, des catastrophes naturelles. Mais ce qui est particulier dans le viol, c'est l'intentionnalité de l'agresseur. Et quand on a été agressé, on a fait face à cette intentionnalité de quelqu'un qui a eu pour objectif, en son âme et conscience, de nous détruire. Et c'est là où il y a une confrontation avec la mort. Donc effectivement, quand on est un enfant, une adolescente ou une femme, pas une seule seconde, on peut s'imaginer qu'on puisse être confronté aussi subitement à la mort. Comme ça, dans son quotidien. Tous les récits qu'on entend, ce sont des histoires du quotidien qui ne décrivent pas l'horreur de la guerre du Vietnam. Et les violences sexuelles existaient bien avant toutes ces guerres médiatisées. Après, les symptômes, ils sont assez criants. C'est, comme je le disais tout à l'heure, cette hypervigilance. Ça peut être le fait de sursauter tout le temps, beaucoup d'angoisse. Mais à chaque fois, ce qu'on retrouve, ce que les psychologues notent, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Et je pense qu'il faut vraiment vulgariser ces termes pour qu'ils rentrent dans la tête de tout le monde et qu'ils ne concernent pas, que ça ne concerne pas que les personnes victimes, pour que tout le monde comprenne ce que c'est une personne dissociée. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La dissociation, c'est ce qui vient après la sidération. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à cet acte impensable, puisque vous n'imaginez pas qu'une chose pareille puisse vous arriver, vous avez plusieurs solutions. Votre cerveau animal a plusieurs solutions. C'est-à-dire fuir, se débattre, mais généralement, c'est pas possible. On a tellement peur que qu'est-ce qu'on fait ? On se fige. C'est ce qu'on appelle la sidération. Et là, les psychiatres, depuis les années 90, ont mis en exergue des mouvements neurobiologiques dans le cerveau, que cette sidération, à terme, quand elle n'est pas traitée, quand elle n'est pas soignée, elle va créer des symptômes dissociatifs, donc de la dissociation. Tout simplement le fait de ne pas être là. Vous parlez à quelqu'un et cette personne, elle ne vous écoute pas. Et ça, en fait, ça va être quelque chose qui va être reproché par l'entourage à la victime. Donc non seulement la victime paye, mais on va lui reprocher ses symptômes. Donc moi, pour parler de ça un petit peu au quidam, j'aime bien comparer avec quelqu'un qui a la jambe dans le plâtre. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a la jambe dans le plâtre « Ouais, t'abuses, tu montes pas les escaliers ». C'est à peu près la même chose. Et la dissociation, c'est ça. Et donc, il va y avoir tout un tas de conduites dissociantes dans le but de s'anesthésier pour ne pas penser au trauma, donc notamment les addictions. Donc, on vous reproche
la dissociation, on vous reproche aussi, même dès le départ, cette sidération, c'est la fameuse formule. Non, mais de toute façon, elle s'est pas débattue. Oui, il faudrait passer à autre chose parce Voilà. que y a quand même un nombre incalculable d'études qui existent sur cette question. C'est vraiment pas nouveau. Alors, souvent on me dit oui, mais c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Ouais, c'est vraiment pas C'est nouveau. pas nouveau. Enfin voilà, les études sont unanimes sur cette question. Cette question a été étudiée en faisant des examens, des ECG, des IRM. Enfin voilà. Et alors, moi, ce que je fais souvent pour faire une petite démo, ça peut donner des idées à quelqu'un. Ceux qui ne me voient pas, je fais 45 kilos et 1m50. Donc quand je parle de ça à des amis, notamment hommes, je leur explique la sidération, qu'est-ce que c'est, puis je vois qu'ils ne m'écoutent pas. Du coup, ça peut être un petit peu agressif, hein, mais je me lève brutalement et je leur fais une clé voilà, sur le coup. Et ils ne bougent pas. Je dis, bah quoi, tu bouges pas? Mais moi, je fais 40 kilos. Je vais rien te faire. Tu te débats pas. Bah voilà, c'est ça la sidération. Ouais. C'est-à-dire que même si moi, qui fais 40 kilos, je vais t'agresser, comme tu t'y attends pas, parce qu'on est proche, tu peux plus bouger. Donc c'est pas une question de taille, c'est pas une question de poids, c'est aussi pour ça que des hommes aussi se font agresser, puisqu'ils sont subis exactement à la même sidération. Donc qu'on fasse 90 kilos ou 45, on sidère de la même manière. C'est un rappel quand même assez salutaire. Voilà. Vous avez fait beaucoup dans cette enquête, beaucoup d'entretiens avec beaucoup de victimes qui vous ont exposé leur cheminement pour se réparer. Quelles difficultés elles rencontrent ces personnes pour se réparer psychiquement? Alors d'abord, le mur qui est l'entourage, hein, je sais que c'est un peu tabou, hein, je tape pas mal sur l'entourage, mais voilà, j'ai pas rencontré une seule victime qui a été vraiment soutenue par son entourage. Donc pour dire que c'est la première chose à faire, que c'est gratuit et que tout le monde peut le faire. Donc écouter les gens, ne pas les juger, ce genre de choses. Et puis l'absence totale de parcours de soins. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on souffre d'un syndrome de stress post-traumatique suite à des violences sexuelles, on doit s'auto-diagnostiquer et aller voir son médecin et lui dire « je crois que je souffre de ceci ». Donc déjà, avoir fait un certain nombre de recherches. Alors même que le tableau clinique, il est criant. Donc il faut d'abord que les professionnels de santé fassent du repérage, du dépistage, pour déjà... Bah voilà, quand vous êtes malade, c'est quand même bien la seule maladie où c'est vous qui devez dire au médecin que vous êtes malade. Et puis ensuite, du coup, il n'y a pas de parcours de soins. Qu'est-ce que vous faites? C'est la jungle. Donc il faut trouver un psy. Un psy, c'est tout et n'importe quoi. Alors, un psychiatre, psychologue, psychothérapeute, voilà. Psychopraticien. Psychopraticien, ne consultez pas de psychopraticien. Mais voilà, donc là, vous êtes obligé de rentrer dans ce tunnel. Et on parle pas du judiciaire, là, on parle que du côté psy. Vous êtes obligé de rentrer là-dedans et de vous renseigner, d'enquêter, en fait. Et je me suis rendu compte, moi, que enquêter, c'était mon métier et que j'étais perdue. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, si moi, je suis perdue, mais comment font les gens ? Et finalement, moi, j'ai eu accès à des thérapies efficaces. J'ai eu accès à ce qu'on appelle la résilience. Parce que j'ai aussi une formation qui m'a permis d'accéder à ça, puisque je sais chercher de l'information. Mais est-ce qu'il faut être flic ou journaliste pour accéder à cette information aujourd'hui ? Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'est pour donner un petit peu des pistes pour que les victimes puissent s'orienter, puisque moi, j'ai quand même perdu 10 ans de ma vie, 10 ans d'errance médicale avant d'être correctement soignée. Et parfois, il y a des rencontres qui vous sauvent. Vous, Virginie, donc c'est un médecin généraliste qui vous a permis d'avancer, c'est ce que vous racontez dans votre ouvrage ? Oui, en fait, on est vraiment soumise au destin, au hasard, vu qu'il n'y a absolument rien qui n'est fait. Donc oui, moi, pour ma part, j'ai consulté beaucoup de médecins traitants. Je changeais tout le temps, vu qu'on... Je disais toujours mon même tableau clinique, on me disait rien. On me disait, vous avez rien, ou c'est le stress des examens. Alors, j'ai jamais stressé pour les examens, on m'écoutait pas. Et puis, un jour, je consulte une médecin généraliste qui était à côté de mon travail. Et en fait, elle m'ausculte et je sursaute, tout simplement, parce que dès qu'on me touche, je sursaute. Et elle comprend tout de suite. Cette médecin avait été formée. Elle me dit rien, on s'assoit, elle me dit « Avez-vous été victime de violences sexuelles ?» Je lui dis « Oui ». Et c'est la première fois qu'un professionnel de santé me posait la question. J'avais dû en voir une 40aine avant. Et elle me donne une feuille avec les coordonnées d'une thérapeute spécialisée. Je me rappellerai toute ma vie. Elle me dit « Vous sortez d'ici, vous appelez cette personne, vous lui laissez un message vocal avec vos coordonnées, vous ne rangez pas cette feuille dans votre sac. » Parce qu'en fait, elle savait très bien les mécanismes qui font que le trauma, on ne veut pas le voir quand on est victime. Donc, si elle m'avait pas dit ça, sûrement que je l'aurais rangé dans mon sac et que je l'aurais peut-être pas rappelé jusqu'à la prochaine fois où j'allais mal et j'aurais perdu cette feuille.
Donc cette femme, donc je me souviens ni la tête ni le nom, a complètement bouleversé ma vie en fait. Je la remercie si elle nous écoute. Mais là, je parle vraiment aux professionnels de santé de se rendre compte comment un simple geste de poser une question aussi simple et donner une feuille peut changer la vie de quelqu'un. Oui, justement, enfin, ce que ça montre, cette histoire, c'est l'importance de former le personnel soignant. Parce que vous dites que les étudiants en médecine maintenant ont une formation obligatoire sur les conséquences immédiates des violences sexuelles, mais en revanche, sur la prise en charge à long terme, la reconnaissance des signes, des douleurs chroniques, etc., il n'y a rien. Quand vous êtes violé, vous n'allez pas voir votre médecin généraliste le lendemain matin sans avoir pris de douche. Ça n'existe pas, parce que déjà, vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous avec votre médecin généraliste, donc ce n'est pas possible. Et parce que vous êtes dans cet état de sidération, dans cet état de choc, il vous faut du temps pour comprendre ce qui vous est arrivé. Votre priorité, c'est souvent d'aller porter plainte, donc ça ne fait pas sens. Les victimes, elles vont voir les professionnels de santé des années après. Et c'est à ça qu'il faut former les médecins, au dépistage. Et le dépistage, il est très simple. Je reprends les travaux de Gilles Lazimi, qui est un médecin généraliste qui est aussi membre du HCE, c'est le Haut Conseil à l'égalité, qui milite très fermement pour le dépistage. C'est poser la question. Quand vous allez chez le médecin, on vous fait un interrogatoire sur vos antécédents. Donc on vous demande, est-ce que vous avez été opéré ? Généralement, vous dites oui, des dents de sagesse. Quel est l'impact sur votre vie d'avoir été opéré des dents de sagesse ? Franchement, pas grand-chose. Par contre, l'impact des violences sexuelles. Donc moi, dès que je vais voir un médecin, il me dit vos antécédents. Je lui dis. Une fois sur deux, il est gêné. Ouais. Oui, il n'y a vraiment pas de formation pour accueillir cette parole déjà et ne pas être gêné. En fait, c'est un tabou sur un tabou, quoi. Et toute cette méconnaissance, elle peut être dramatique parce que ça peut aussi mener à des... Enfin, vous avez parlé d'errance médicale, donc des mauvais diagnostics, la prescription de médicaments inutiles. Et tout ça, ça coûte de l'argent aux victimes. Alors, ça coûte de l'argent aux victimes et à la société. Cette prescription de médicaments, c'est pas forcément qu'elle est inutile, puisque dans des cas où vraiment on a des symptômes invalidants, les médicaments sont une béquille et je ne dis absolument pas qu'il faut pas prendre de médicaments. Je reprends, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai interviewé un certain nombre de spécialistes et je rapporte leurs propos. C'est que le médicament est encore une fois une béquille, mais pas la pilule magique. Donc donner à quelqu'un des anxiolytiques et des antidépresseurs sans le traiter sur le fond, ça sert à rien. Ouais. Ça va juste le maintenir dans un statu quo. Ça colmate une brèche, mais ça... Voilà. Donc ça va le maintenir, mais est-ce que ça va le soigner ? Non. Et ce qui va soigner, ce sont des thérapies de fond qui sont recommandées. Et c'est là où, quand j'ai fait mon enquête, j'ai été assez choquée. C'est que ces thérapies, elles sont recommandées depuis des années par les instances de l'État, par la Haute Autorité de Santé. Ouais. Donc la Haute Autorité de Santé dit syndrome de stress post-traumatique, on fait de la TCC, c'est de la thérapie, une forme de thérapie, ou de l'EMDR, donc c'est une thérapie avec des mouvements des yeux, qui sont 2 thérapies qui ont été reconnues efficaces, mais ces thérapies ne sont pas remboursées. Moi, j'ai moi-même été hospitalisée en service de psychiatrie avec un médecin qui me dit « Écoutez, je vous prescris rien, vous n'êtes pas dépressive, vous avez un stress post-trauma ». Je dis « Oui, je sais, merci ». Et il me dit « Ce qu'il faut faire, c'est de l'EMDR ». Je dis « Oui, mais en fait, moi, j'ai pas 90 € par semaine à mettre là-dedans. » Et j'ai plus le choix. À un moment donné, j'allais tellement mal qu'il a fallu. Donc en fait, là, comment on les trouve, ces 90 €? On se réoriente professionnellement, on demande à ses proches, on part plus en vacances, on n'a plus de loisirs, on fait pas de sport. Alors même que c'est important quand on a été victime d'avoir une vie normale, de continuer à avoir des amis, d'aller faire du sport. Mais on peut pas faire les deux. Moi, quand j'étais étudiante, c'est ce que je raconte souvent aux gens pour qu'ils se rendent compte, je ne pouvais pas payer et ma psy et les soirées, le cinéma, les restos. Donc en fait, tout le monde pensait que j'étais un oiseau solitaire caché dans ma chambre, juste que j'avais pas de sous. Et ça n'aide pas du tout à la guérison. Et non. Vraiment pas. Et donc il y a aussi une véritable incompréhension par un manque de formation, encore une fois, de ce qui est efficace ou non chez les patients, vous le disiez. En fait, la brèche, c'est que il y a beaucoup de patients et de victimes qui, parce que c'est remboursé par la sécurité sociale, vont chez le psychiatre et donc du coup se voient prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou d'autres choses et qui pendant 10 ans se font renouveler une ordonnance et ça marche en surface, mais en fait au bout d'un moment ça finit systématiquement par bloquer. Ça c'est remboursé,
mais les psychothérapies, ça n'est pas remboursé. C'est là qu'existe le non-sens complet de la société, du système dans lequel on vit. Oui, parce qu'on veut que tout aille vite. Évidemment, le stress post-trauma, c'est une pathologie lourde. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la tête des gens. C'est pas une petite maladie à la légère. D'ailleurs, c'est pas remboursé. Quand vous avez un stress post-trauma, vous pouvez pas être prise en charge par le dispositif Mon Psy, qui rembourse un certain nombre de séances. 10 séances, je crois. 10 séances parce que il faut que vous ayez une pathologie légère, pas une pathologie lourde. C'est comme... c'est la présidente de MDR France qui me disait, faire de l'EMDR, c'est comme pour un chirurgien opérer à cœur ouvert. C'est pas rien. Ouais. Et donc ça prend du temps, il faut y aller doucement. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, des fois on voit des reportages, on voit une victime qui est là, on lui fait 3 mouvements avec les yeux, en 2 secondes elle a oublié tout son trauma. C'est pas comme ça que ça se passe, ça demande du temps, souvent au moins une année. Donc une année de MDR, c'est à peu près 4 000 €. Il faut les avoir, les Donc 4 000 il faut les avoir, oui. Oui, et ce que vous disiez également sur cet argent, enfin en fait ce gouffre financier que représentent les violences sexuelles et la quête d'informations aussi, juste pour être bien diagnostiqué. Dans ce manque d'informations, il y a notamment les dispositifs auxquels ont droit les victimes et notamment l'affection longue durée qui peut être dans certains cas une ressource pour des victimes, et ça voilà, on ne le sait pas. Non, moi je l'ai découvert en faisant mon enquête, donc du coup j'ai demandé à mon médecin est-ce que j'ai le droit, il m'a dit bah oui, mais en fait normalement, et ça c'est Édouard Durand qui m'a fait la remarque, quand vous avez une ALD, donc une affection longue durée, c'est pas à vous de connaître tous les registres ALD de la sécurité sociale en tant que citoyen. Non. C'est votre médecin qui vous dit ah vous avez telle pathologie, je fais une demande d'ALD. Là, quand vous êtes victime de violences sexuelles, c'est à vous de dire ah au fait j'ai le droit à ça. Donc c'est important de le dire, toute personne ayant été victime mineure. L'ALD c'est que pour les victimes mineures ont le droit à une ALD, c'est-à-dire que tous les soins remboursés par la sécurité sociale relatifs à ce trauma vont être pris en charge à 100%. Donc le médecin généraliste, le psychiatre, ça peut être le kiné, ça peut être la dermato suivant les problèmes, ça peut être tout un tas de médecins, mais encore une fois... Donc c'est énorme. C'est oui et non. C'est-à-dire que ça ne concerne pas le principal poste de dépense des victimes qui est le psychologue. Ou le psychiatre qui fait de l'EMDR, parce qu'il y a des psychiatres qui font de l'EMDR, mais du coup qui prennent 180 € la séance. Est-ce que c'est remboursé ? Du coup, le psychiatre, vous êtes remboursé sur la base Sécu. Ouais. Donc, Et c'est une après, quarantaine toute une d'euros. partie, ouais. Donc, il reste quand même 100 € à sortir de sa poche. Yes, super. Oui. Quand vous demandez aux personnes que vous avez interrogées sur toutes les dépenses qu'elles ont dû faire pour essayer d'aller mieux après avoir subi des violences sexuelles, vous vous dites dans votre livre et dans d'autres interviews aussi que vous avez observé une véritable douleur parce que en fait elle l'avait pas vu avant. Non, mais moi la première, quand j'ai proposé à mon éditeur chez Grasset ce projet, il me dit mais vous combien ça vous a coûté ? Mais là j'étais là, moi combien ça m'a coûté ? Ça faisait 2 ans que je travaillais sur la question. Je m'étais pas posé la question. C'est douloureux comme question. Parce que encore une fois, comme on le dit depuis le début de cette émission, ça rend palpable, ça matérialise. J'ai commencé à faire les comptes et je me dis 10 000, 15 000, 20 000. Après, quand je rajoute tout l'argent qu'on m'a donné, ce qui est assez humiliant aussi. Quand on va demander à des amis, à son copain, sa meilleure copine, je me suis quand même endettée auprès de pas mal de gens. Je les remercie, mais pas de gaieté de cœur. Quand on additionne tout ça, ça monte très très haut. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez 100% des victimes que j'ai rencontrées, parce que nous, on faisait les postes de cou de manière très méticuleuse. Moi, j'ai vraiment décidé de traiter le sujet de manière chirurgicale avec le cou. Donc, j'étais là, j'avais mon petit calepin. Bon, alors, la santé, vous avez fait quoi ? Telle année ? Et on faisait les calculs. Donc, les gens, ils disent, moi, le psy, c'était 70 €, j'en ai fait de telle année à telle année. Après, j'ai fait une pause. Puis, on avait la calculette et on faisait les comptes. 10 000, 15 000, 20 000. Et en fait, souvent, les gens... ils me disaient stop. Et des fois, je leur disais parce que je voulais continuer sur d'autres postes. Envoyez-moi un texto quand vous serez prêts. Oui, c'est complètement angoissant. Parce que c'est terrifiant. Et en fait, je me rappelle d'une victime à la fin, elle m'a dit, mais en fait, j'aurais pu m'acheter une maison de campagne. En fait, on s'imagine tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Un peu comme quand on s'imagine gagner au loto, mais dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est très violent.
Virginie Crécy, on va exorciser un petit peu cette violence avec un peu de musique. Pour cette dernière émission avant les vacances, j'avais un peu envie de me faire plaisir. Alors le nom du groupe est déjà plein de promesses. Camion Bip Bip avec leur banger Club Ouin Ouin sur Radio Campus Paris. On peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire. Alors vas-y, comme ça qu'on habite dans la nouvelle matrice. On peut dire bonjour à sa maman parce que moi en vrai en fait je respecte les femmes. Je comprends pas pourquoi les femmes elles veulent pas sortir avec moi. Je veux bien parler de féminisme mais à chaque fois c'est la même chose. Tu te mets en colère et je me sens toute agressée. Tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air? La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président du club Ouin Ouin. J'suis un garçon cisgenre et je me plains. Pourtant ma maman dit que j'suis un mec bien. Tu paniques devant n'importe quoi. Pour te noyer dans un verre d'eau, là t'es le roi. Tu bombes le torse devant les copains. Mais au fond t'es un bébé, un gros ouin ouin. J'suis un garçon cisgenre et je me plains. Pourtant ma maman dit que j'suis un mec bien. Tes larmes s'évaporent sur tes joues rouges qui fument. Toujours en train de quémander mon hume. T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune. La seule chose que tu choperas c'est un rhume. J'suis un garçon cisgenre et je me plains. Pourtant ma maman dit que j'suis un mec bien. Tu transpires, peur d'être célibataire. Destination Loserland, on dirait mon père. Pseudo, alpha, le grand